Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Wanted TV pour une nouvelle émission de notre édition consacrée au partage et au débat d'idées. C'est un plaisir de vous recevoir. Je ne suis pas seule, je suis avec des invités. Et au programme de cette 6e édition, nous vous avons concocté 4 reportages qui ont tous le point commun de traiter de thématiques qui tournent autour de la question du vivre ensemble dans la diversité. Donc pour ce faire, on a été à la rencontre des quartiers populaires de l'agglomération Tourangelle pour aller interroger les gens sur différentes questions. Et pour en parler avant de découvrir les reportages, je vous propose tout simplement de découvrir mes invités. Alors, à ma gauche, Caroline Brusulier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice au Point Relais Information. Point Relais Emploi Formation. Point Relais Information, pardon, au Centre social de la Rabière. Oui, c'est ça. Bienvenue. En face de vous, monsieur Dominique Gerbeau, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes président de Médias et Diversité. C'est ça. Donc, ça consiste en fait à aider les jeunes journalistes à intégrer... À aider les jeunes lycéens ouais. à préparer les concours des écoles de journalisme. Pour devenir journaliste. Voilà, plutôt. Aider les jeunes de la diversité à devenir journalistes. D'accord, eh bien bienvenue à vous. À côté de vous, un champion. Il s'agit de Lucas Mazur, donc vous êtes champion du monde de badminton catégorie handisport. Tout à fait. C'est ça. Donc merci d'être là. Et enfin, je reçois également avec beaucoup de plaisir Emiliano Paquignon, qui est donc âgé de 22 ans, qui réside à La Riche. Et vous avez participé donc à ce projet de Wanted TV, qui consiste à mettre en avant des jeunes issus des quartiers populaires pour travailler sur des thématiques concernant le vivre ensemble. C'est bien ça? Oui. Vous me coupez si je me trompe. Non, c'est ça. Parce que là, j'enchaîne. Justement, on enchaîne avec 2 de nos reportages qu'ont réalisés Emiliano et les autres jeunes de cette édition Wanted TV. Il s'agit de questions intéressantes qui sont posées. En premier lieu, lorsqu'on souffre d'un handicap au quotidien, comment est-ce que ça se passe? Ça peut être compliqué pour des tâches assez banales. Comment est-ce qu'on fait pour se sociabiliser? Quelles solutions sont proposées à Tours? Nous verrons donc dans ce sujet que le handisport peut être une solution. Dans un deuxième reportage, puisqu'on enchaînera sur un deuxième reportage, c'est la question de l'importance d'une bonne orientation dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la scolarité. Donc, handisport, handisport et humanité suivis d'enquêtes d'orientation. Ce sont des reportages qui sont réalisés par les jeunes de Wanted en partenariat avec l'école publique de journalisme de Tours. On regarde et on en parle tout de suite après avec nos invités. Alors moi j'ai la sclérose en plaques, c'est tout le côté droit qui est pris, donc je suis vraiment très bancale moi. Moi mon plus gros frein c'est que je ne peux pas courir. Comme je prends les transports en commun, j'ai dû apprendre beaucoup la patience et maintenant c'est bon, mais quand je vois un bus qui arrive et que, voilà, je sais que je l'aurai pas. J'ai fait du tennis, j'ai fait de la piscine et maintenant je fais de la marche à pied. Association autour de la famille en quelques mots. C'est une association qui a un peu plus de 10 ans, qui a été créée pour répondre à des besoins sur le quartier, enfin des besoins qu'on avait sentis. Et le but, c'est de permettre aux parents et aux enfants de passer du temps ensemble. Puis les enfants, ils respectent le handicap parce qu'ils savent très bien que je ne peux pas courir après eux. Donc quand on est dehors, on a plusieurs adultes. Hein. Mais ils savent, il y a une règle, c'est quand on arrive à un feu ou à une rue à traverser, ils s'arrêtent et ils attendent. Je ne passe pas n'importe où au Sanitas. Je connais les endroits qui sont plus faciles parce que j'ai une canne, j'ai également un tricycle. Ça manque de trottoirs en bateau, ça manque de routes bien droites, il y a des pavés qui dépassent. Enfin, donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça nous demande plus de force, plus de patience. Mais je pense que c'est dans l'acceptation qu'on peut arriver. C'est très important de vivre ensemble, que tous on puisse bien vivre ensemble, non seulement les handicapés et les valides, mais aussi les personnes âgées, les enfants, les hommes, les femmes. Enfin, je veux dire, il faut de la différence. Et dans la différence, on se construit. J'ai été blessé pendant mon service militaire, pendant la guerre d'Algérie, le 6 mars 1962. Il en a résulté que j'étais pas paraplégique. Ça peut peut-être paraître paradoxal, mais je me suis retrouvé donc un jour dans un fauteuil roulant et j'ai compris que le sport était quelque chose d'indispensable
et qu'il fallait trouver des solutions. Seulement, quand je suis arrivé ici, en Touraine, à mon mariage, j'ai constaté qu'il n'y avait rien d'adapté. Maintenant, les enfants, on les a intégrés. Dans une école, il y a aussi bien les valides que les handicapés. Et ça marche bien. Sauf quand arrivent les cours de gymnastique, d'éducation physique. Les cours d'éducation physique, quand vous suivez votre handicap, et quand il est assez lourd, par exemple le type en fauteuil, s'il est dans un établissement où la piscine n'est pas accessible, il n'ira pas à la piscine. Enfin, on arrivera quand même, on le portera, mais c'est quand même pas la bonne solution. Il faut qu'il puisse faire du sport comme les autres. C'est pas encore complètement gagné du côté de l'éducation nationale. Il y a encore beaucoup trop d'enfants qui ne commencent à faire du sport que quand ils arrivent en secondaire. Tout le monde, ou presque, peut avoir une activité physique et sportive. Et chez les handicapés en particulier. Et je dirais même que c'est fondamental qu'ils pratiquent quelque chose. Le sport, c'est un peu la vie, c'est la base de beaucoup de choses. Notre nature est dans le mouvement. Le repos entier, c'est la mort. Retrouvons-nous ensemble pour faire le sport. Même si en compétition, on ne peut pas être ensemble dans toutes les disciplines, à l'entraînement ou en pratique courante, ensemble. Le sport m'apporte socialement le fait de voir d'autres gens que le milieu où je travaille, qui est le milieu handicapé. On ne parle pas assez du handisport actuellement, que ponctuellement. On n'en parle pas assez autrement. J'espère continuer ce sport le plus longtemps possible. Bonjour Catherine. Le hand ensemble, c'est deux équipes. En fait, il y a une équipe de hand fauteuil et une équipe de hand adapté pour les personnes en situation de handicap mental. Alors le côté hand fauteuil comme le hand adapté, on joue ensemble hommes et femmes, valides et non valides. On est tous au même niveau. Valide ou non valide, on est dans le fauteuil, on est tous à la même hauteur, on est tous pareils. Nous faisons des sensibilisations dans les écoles, dans les centres aérés, dans les centres de rééducation. J'interviens aussi, je suis intervenue 2 fois sur la maison d'arrêt de Tours. C'est aussi mon métier, je travaille dans le handicap et c'est une continuité. Non, le meilleur souvenir, alors, ce serait les nationales hand ensemble. Les nationales hand ensemble se passent au Kremlin-Bicêtre, à Paris, où chaque région présente une équipe de hand fauteuil et une équipe de hand adapté. Ça se passe sur 3 jours, c'est un grand tournoi, mais un grand tournoi familial, un tournoi où il y a une ambiance bon enfant, et il y a vraiment une cohésion entre les équipes qui est vraiment sensationnelle. Peut-être je vais être pompier. Quand je serai grande, je voudrais être pâtissière. J'aimerais bien devenir pompier. Je voudrais être une ingénieure en cosmétique. Quand j'étais petite, je voulais travailler dans la police scientifique. Quand j'étais petite, je souhaitais être sage-femme, mais ça ne s'est pas concrétisé. Alors actuellement, je suis femme de ménage sur le plus gros de mes contrats. Après, je fais aussi un peu les marchés. Et pour l'instant, c'est tout ce que j'ai comme emploi. J'aurais voulu aller dans une filière scientifique, mais ça n'a pas été accepté par l'école. Il fallait aller en S, scientifique, et moi j'étais pas très bon en S, pas très bon en maths en fait, pas du tout. Donc on m'a dit d'aller en économique et sociale et familiale.
Et j'ai demandé un redoublement et ça n'a pas été accepté. Donc on m'a mis en littéraire, alors que je demandais scientifique. Et je pense que je m'en rappellerai très longtemps, l'entretien que j'ai eu avec ma professeure principale juste avant le conseil de classe décisif, à qui j'ai expliqué pourquoi je voulais refaire, que c'était important pour moi de partir en filière scientifique parce que c'était quelque chose dont je rêvais depuis longtemps. Et elle m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit « Mais Amandine, tu sais très bien que si je te fais redoubler, tu ne travailleras pas plus. » Alors en fait, moi je me suis retrouvée bête et j'ai pas répondu. J'ai regardé ma prof, j'ai regardé ma mère et j'ai baissé la tête. Ils ont choisi à ma place. C'est super bon. J'en enlève, ça fait plus mais comme la betterave. J'ai fait une prépa infirmière, mais ça ne me plaisait pas. Du coup, j'ai dû me chercher pour savoir ce que je voulais vraiment faire. J'ai fait une formation pour élaborer mon projet, pour trouver mon propre projet. Ce qui a pu me déterminer être conseillère en insertion. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, merci. C'est comme d'habitude. Quand j'ai demandé à faire un stage là-bas, ils m'ont dit que c'était pas pour maintenant, peut-être pour le mois prochain. Donc je pense que là, pour le mois d'avril, ce sera cool. Eh ben c'est génial ça. Ouais. C'est quoi la mission locale? Donc c'est une association où l'on accompagne les jeunes vers la formation, qualifiante ou non, l'emploi, l'apprentissage et puis pour les jeunes qui veulent reprendre un cursus scolaire classique. C'est un accompagnement global. On va analyser donc le côté, je vais dire, social, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la mobilité, sur la santé, sur aussi le logement. Et à côté de ça, on va travailler évidemment le côté professionnel. Donc quel que soit le projet professionnel que les jeunes ont en tête, tout le monde, on va dire, a des rêves. Et à un moment donné, il y aura des obstacles. Et mon message, en fait, c'est de dire aux jeunes de ne jamais baisser les bras. Conseillère en insertion. C'était vraiment ça que je voulais faire, conseiller les gens, conseiller les jeunes, apporter vraiment mon aide. Je sais ce qu'ils ont traversé, je sais ce que j'ai vécu, donc je pense qu'avec mon expérience, je pense que je pourrais apporter plus mon aide. J'ai grandi à jouer les tours, dans un milieu assez sain, quand même, assez où on s'y sent bien, au quartier de la Rabière. J'ai une entreprise qui débute, ça va faire 1 an au mois de mai. Donc on propose de l'activité de paintball sur jouer les tours. Il y a une grosse sélection naturelle dans l'entrepreneuriat qui est l'administration. La fiscalité, les statuts, toutes ces choses-là, j'ai été bien entouré. J'en ai eu la chance, je pense que d'autres personnes ont encore beaucoup plus de difficultés, mais ça fait partie d'une des grosses difficultés. Quel accompagnement ou orientation as-tu reçu? J'ai fait un bac+2, et après mon bac+2, ouais, j'ai arrêté les études, je me suis lancé dans le monde du travail. Quel avantage as-tu dans l'entrepreneuriat à être issu dans un quartier? Moi, je pense que je suis le débrouillard un peu, tu vois, de la bande, parce que on nous apprend aussi un peu à être plus débrouillard, voilà, à pouvoir répondre très facilement à des demandes et à être réactif, quoi, et à avoir l'envie, quoi. Et à partir du moment où on assume tout ça, on s'assume, on a beaucoup moins de complexes, on se met peut-être moins de fausses barrières. Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter au quartier? Si je peux aider quelqu'un, si je peux aider des jeunes à monter leur entreprise ou ne serait-ce que les conseiller, rien n'est impossible. Il faut vraiment en avoir l'envie et il faut le faire, quoi. Faut le faire, il faut s'en donner les moyens, par contre.
De retour sur le plateau de Wanted TV après ces reportages. Donc Emiliano, vous aviez travaillé sur ce reportage lié au handicap et au handisport. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment ça s'est déroulé pour vous? Alors, comment ça s'est passé? C'est qu'on a eu l'occasion de découvrir un métier qu'on ne connaissait pas, c'est-à-dire le journalisme, mais aussi d'apprendre plus sur le handicap aussi. D'accord. Voilà. Vous étiez plusieurs. Il y a également Sébastien Pluchet qui n'a pas pu être là. On n'a pas énormément de place sur notre plateau. Et Mathieu Wilding aussi. Vous avez travaillé donc en groupe? En groupe, c'est ça, oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté alors d'aller découvrir comment on pouvait s'intégrer grâce au sport quand on est handicapé? Regarder le handicap sous un autre angle et de savoir travailler en équipe. D'accord. Belle expérience. Oui, j'ai trouvé que pour ma part, c'était un travail remarquable. Remarquable parce que vous avez, dans ce reportage, mis deux choses en valeur qui sont essentielles. D'une part, que le handicap n'est pas une maladie de la personne handicapée, mais plutôt une maladie de la société qui ne sait pas les intégrer, qui ne sait pas intégrer les personnes qui ont cela. Et deuxièmement, vous avez, et c'est formidable, votre reportage est formidable parce qu'il est joyeux. Et vous avez réussi à montrer, et moi qui ai vécu de l'intérieur, j'ai suivi les Paralympiques, les Jeux paralympiques de Pékin, donc des handicapés, et j'ai retrouvé dans votre reportage cette ambiance joyeuse, le sourire des handicapés qui vivent ça, qui ne vivent pas justement comme des gens qui seraient malheureux, mais qui au contraire ont quelque chose à faire partager, le bonheur de vivre. Et ça, bravo pour ce reportage. Il n'y a pas de victimisation en fait. Absolument. Voilà, clairement. Ils ont horreur de ça. Ah bah oui. Et ce sont des vrais sportifs, vous le montrez aussi dans le reportage. Et bien c'est ce que j'allais dire, vous ne voilà, me dites pas si bien, parce qu'on a Lucas juste à côté de nous, un champion, je vous assure, un champion dans sa catégorie, donc de badminton. Tout à fait, de para-badminton, puisque le badminton sera paralympique au prochain jeu de Tokyo 2020. Du coup, pour revenir sur le reportage, je suis complètement d'accord avec mon voisin de gauche. On voit que le reportage met en évidence parfois le manque d'accessibilité, mais toujours sur un œil bienveillant et afin d'améliorer les choses, pas dans le sens de critiquer ou de pointer du doigt, plutôt dans le sens d'aider afin d'améliorer. Et je pense que ça, c'est très important en 2018 et surtout en France où on a beaucoup de mal à accepter les critiques. Il faut savoir qu'on a beaucoup de retard sur l'accessibilité en France. Et justement, votre témoignage nous intéresse puisque vous, du coup, vous souffrez d'un handicap. Vous nous expliquez un peu comment ça se détermine chez vous? Alors, complètement. Donc moi, quand j'étais petit, à l'âge de 3 ans, j'ai fait un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Des suites de cet AVC dont on ne connaît pas les origines, ma marche a été affectée et je boitille un petit peu quand je marche et j'ai une cheville légèrement déformée. Donc c'est un handicap qui est très léger, un handicap visuel vraiment mineur par rapport à des gens, comme on voyait dans le reportage, qui se retrouvent en fauteuil roulant, voilà, où l'accessibilité est vraiment plus difficile. Je m'en suis plutôt bien sorti, on va dire, entre guillemets. Et je pense aujourd'hui que pour beaucoup de personnes, le handicap est une force. À l'heure actuelle, beaucoup d'athlètes paralympiques se reposent sur ce handicap afin de tirer de l'énergie. Et ça, c'est vraiment très important de ne pas le voir comme une fatalité, mais plus comme un avantage et une différence. Et justement, pour vous faire réagir aussi, Caroline, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout début de reportage sur le handicap, la présidente de l'association Autour de la famille, moi, m'a vraiment interpellée lorsqu'elle a dit « c'est dans la différence qu'on se construit ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, c'est la partie que j'ai retenue qui m'a semblé une des plus intéressantes. Il y a eu beaucoup de choses intéressantes dans ce reportage. Effectivement, ce que je trouve riche dans cette association, c'est ce désir d'aller vers l'autre et c'est cette idée que c'est dans la rencontre qu'on va réussir à avancer ensemble. Moi, je retiens beaucoup cette idée-là. J'ai beaucoup aimé quand elle a parlé des enfants qu'elle accompagne et qui reconnaissent son handicap et qui respectent ça. Et je pense que les enfants ne voient plus son handicap et voient plutôt l'engagement qu'elle a dans cette association. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la difficulté qu'on peut rencontrer et quelle que soit la forme de handicap, finalement, ce qui reste à la fin, quand on s'engage dans quelque chose, c'est plutôt l'engagement. Pour les sportifs, c'est l'engagement dans le sport. Pour cette femme, c'est son engagement dans le secteur associatif. Et plus globalement, pour chacun, c'est son engagement dans ce qu'il a envie de faire de sa vie. Et je crois que c'est ça la force. Le handicap est reconnu comme handicap. Seulement, parfois, il peut s'avérer aussi dans d'autres situations, notamment dans l'orientation. On a vu dans le deuxième reportage que si au quotidien on a du mal à s'orienter, on a du mal à trouver un emploi, et dès le plus jeune âge, au quotidien ça peut être très difficile. Donc vos petites réactions par rapport au sujet sur l'orientation?
Moi, j'ai trouvé que, là encore, c'était un bon reportage parce qu'il mettait le doigt sur une notion, la confiance. Ouais. La confiance, faire confiance aux jeunes. C'est pas leur faire croire que tout est facile. C'est pas de leur dire tu vas pouvoir être médecin, vétérinaire, etc. alors qu'ils ont peut-être des difficultés à l'école. C'est de leur faire confiance. C'est-à-dire d'aller chercher dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont acquis déjà et dans ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent devenir, leur faire construire eux-mêmes leur devenir en leur faisant confiance, en leur montrant aussi les limites, les difficultés, les obstacles à franchir. Mais c'est en ça que tout est basé sur la confiance et je trouve que c'est formidable parce que vous avez placé cette réflexion, cet ensemble de reportages sur le vivre ensemble. Totalement. Et vivre ensemble, c'est se faire confiance, quoi. Ça commence par ça, effectivement. Voilà. En tout cas, j'ai confiance en vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai confiance en vous. Mais moi, pas. On a tous confiance en nous sur ce plateau. Bien sûr. Et je voudrais aussi vous faire réagir sur le fait que c'est vrai que quand on a donc au quotidien, et puis quand je dis au quotidien, c'est dès l'enfance ce problème d'orientation, comment est-ce qu'on se fait accompagner? Là, si clairement aujourd'hui j'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac et je ne sais pas quoi faire, est-ce qu'il y a des solutions concrètes aujourd'hui? À Tours ou même ailleurs? Oui, alors moi je pense qu'il y a à Tours comme ailleurs des solutions concrètes. Alors effectivement, quand on parle d'une personne qui a 18 ans, qui n'a pas prévu d'orientation, qui n'a pas choisi ce qu'elle veut faire, la première porte à pousser, à mon sens, ce serait celle de la mission locale. Oui. Puisqu'il y a aujourd'hui dans toutes les villes des services, sinon la mission locale elle-même, au moins des antennes qui permettent d'accueillir les jeunes jusqu'à 26 ans et de les accompagner dans leur parcours professionnel. Au-delà, il y a d'autres dispositifs, soit associatifs, soit qui relèvent de prestataires de Pôle emploi, soit de Pôle emploi directement. Et je crois que l'essentiel, je rejoins ce que disait Dominique Gerbeau sur l'histoire de la confiance, parce que je crois que l'essentiel, le vrai levier pour s'en sortir quand on est un peu perdu, etc., c'est de trouver de quoi on a envie. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup repéré ce qu'on dit. J'ai été très touchée par Amandine et puis ensuite par le jeune qui a monté Gadawi Park, je crois que c'est ça. Finalement, tous les deux, ce qui les tient et ce qui va les faire avancer, c'est le fait qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et moi, je travaille dans l'insertion depuis de longues années maintenant. Et en fait, si j'ai un enseignement tiré de cette expérience, c'est que de toute façon, chaque fois que j'ai accompagné des personnes qui ont eu envie, il a suffi de les accompagner dans leur envie pour que ça fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'elles vont aboutir au projet prévu initialement. Et je dirais que ça n'a pas d'importance. Quelque chose qui s'impulse. C'est ça. Il y a une énergie. Il y a une énergie de vie, une énergie d'envie qui les emmènera de toute façon là où ils seront heureux d'être. Et c'est ça l'essentiel. Merci, ma chère Caroline. Elle a bien résumé, je pense, ce reportage sur l'orientation. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes, une petite pause, mais je peux vous dire que lorsqu'il est difficile de s'orienter professionnellement, car on est mal orienté, quand s'ajoute la barrière de la langue, je peux vous dire que ça peut être difficile. On se retrouve tout de suite après cette pause pour en parler.